à l'intérieur d'un trimestre qui s'appelle Dynamique stochastique au rééquilibre. C'est un trimestre de recherche ici à l'Institut Henri Poincaré. Et plus particulièrement, cette semaine, il y a une semaine liée aux sciences de la vie. Et donc, Stéphane Douady rentre dans ces contextes-là. Quelques mots sur lui. Donc, après comme étudiant, je ne connais pas le tout début comme étudiant, mais il a étudié en classe préparatoire au lycée Condorcet, et après il a intégré l'école normale ici tout près, en mathématiques. Il a commencé à ce que les mathématiciens appellent système dynamique, lui peut-être l'appelle plutôt théorie du chaos. Et bon, après il a fait plein de choses, il a eu plusieurs prix, et notamment les médailles d'argent du CNRS, et il fait partie d'un des laboratoires de mon université, qui est Paris Diderot, un laboratoire de physique, matière et systèmes complexes. Et bon voilà, en tout cas, il faut quand même dire qu'après son début en système dynamique ou théorie du chaos, il s'est beaucoup dédié aux questions des sciences de la vie. Par exemple, vous le connaissez peut-être pour ses travaux sur la formation et le mouvement des dunes, et les sons aussi des dunes. Et bon, là, ce soir, il va nous parler, par contre, de ses travaux autour des plantes, de croissance des plantes. Et donc, je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir. Donc, je vais vous parler essentiellement des plantes et de leur lien avec les mathématiques. Parce que mon message essentiel, c'est qu'on ne regarde pas les plantes. Et que même les mathématiciens ne regardent pas assez les plantes. Il y a plein de choses à regarder dedans. Et moi, mon histoire, donc, elle a commencé quand je passe les détails. J'ai vu tout d'un coup sur un marché un chou romanesco. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant. Alors, le chou romanesco, ça veut dire qu'il vient de Rome. Et effectivement, il a été sélectionné à Rome. On va revenir là-dessus après. Et quand je l'ai vu, donc c'était déjà il y a longtemps, j'étais absolument sidéré parce que j'ai vu que c'était un fractal parfait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un fractal. Donc, je vais vous le montrer. Donc, un fractal, ça veut dire que là, on voit une forme qui est une sorte de cône. Donc, on voit un joli cône avec des spirales, enfin des lignes dessus. Et sur chaque croisement des lignes, on voit aussi un autre cône. On se dit, ah ben, est-ce que c'est pareil? Donc, on peut arracher un de ces cônes et on voit que ça ressemble terriblement. Et sur ce cône, on voit aussi des lignes. Et il y a aussi, à l'intersection de ces lignes, un autre cône. On peut l'arracher. Enfin, on peut regarder le premier cône, pardon. Il ressemble tout à fait au précédent. Là, on voit encore les cônes, donc. On arrache encore une fois. Voilà. Il est tout petit, mais si on les met les trois à la même échelle, c'est vraiment pareil. Donc, on voit encore des lignes, elles sont moins claires. Avec à l'intersection un cône, on va regarder ce que ça donne. Hein? Il commence à être petit. Mais si on le met à la même échelle, ça ressemble vraiment beaucoup. Et on voit qu'il y a encore des spirales avec encore un petit cône au bout des spirales. Donc on peut l'arracher encore une fois. Ça devient tout petit. Mais remis à la même échelle, ça donne encore pareil. Et là on voit, ça va presque plus des spirales avec au bout un petit cône. Qu'on peut? Ouais, bravo, merci. Voilà. Ça donne ce petit pitodio-là. Et quand on remet à la même échelle, c'est exactement pareil. Et là, alors on voit encore des petits choses. Là, mon appareil photo qui est quand même très bon pour faire les macros, il commence à être un peu limite. Et là, on peut deviner que peut-être il y a encore une petite tige avec aussi des petits picots. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la même forme qui se répète avec 6 ordres de répétition, ou 5 ordres de répétition, ça dépend comment on compte. Ce qui est pour mathématiquement absolument extraordinaire. C'est vraiment, et c'est exactement, on peut montrer que c'est exactement la même structure. Donc c'est une structure mathématique vraiment parfaite. Et bizarrement, c'est pas à cause de ça qu'on a inventé les fractales. En fait, les fractales, elles viennent, si je fais un peu d'histoire, elles viennent essentiellement d'abord de Cantor, qui s'est amusé à découper des segments, et puis à essayer de compter combien de segments il restait, à redécouper les segments, et ainsi de suite. Donc c'était un jeu complètement formel pour essayer de capturer l'infini sur un objet fini. Donc,
C'était ça. Après, ça a été redessiné de la même manière. Donc, on prend une ligne, par exemple, on la découpe en faisant une petite pointe et on répète la petite pointe, comme je vous l'ai fait avec le chou. Et donc là, vous voyez que j'ai répété seulement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, moins que le chou, là. Et on voit déjà une forme continue. Donc ça, c'est des jeux, mais c'était des jeux purement abstraits qui ont été inventés sans lien avec les plantes. C'est ça qui est très étrange. Après, ça a été repopularisé par Mandelbrot, qui lui, en fait, vous savez ce qu'il voulait reproduire? Vous savez quoi? Non, non, même pas. Quelque chose de beaucoup plus important. Non. Non. Non, c'est très triste en fait. Hein. La réponse est très triste. C'est le cours de la bourse. Voilà. Donc, bon. Parce qu'il disait, j'ai un signal très bizarre avec des petits sauts tout le temps. Est-ce que j'ai des sauts à toutes les échelles et est-ce que c'est un peu une sorte de fractal? Et il a construit tout son formalisme comme ça. Donc vraiment, bon, voilà. Il y avait qu'à regarder une plante, c'était plus intéressant quand même. Et bon, et c'est seulement après, quand Mandelbrot a popularisé les fractales, qu'on s'est dit ah mais ça ressemble en fait, par exemple ici à la rivière, aux côtes de Bretagne, et ainsi de suite. Et on a commencé à aller vers la nature. Et on ne s'est même pas rendu compte que finalement, alors là il y avait plein d'exemples d'instabilité qui donnent justement des structures typiquement fractales, mais elles sont très irrégulières. C'est-à-dire que là il y a une sorte de fractalité, mais elle est statistique. C'est-à-dire qu'une branche principale, la branche secondaire n'est pas exactement comme la branche principale. Elle ressemble un peu, dans une certaine mesure, quoi. Elle ressemble. Là, et ainsi de suite. Donc c'est alors que dans les plantes, comme je vous l'ai montré, en fait, la ressemblance, la fractalité, elle est exacte. Elle est vraiment parfaite. Alors ça, bon, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas regardé des plantes, hein? C'est bizarre, parce que je crois qu'on les mange seulement, mais ça rapporte moins d'argent, donc on est agriculteur. Et ça, ce bord-là, en fait, ce que c'est le laitue. Si vous regardez le bord des laitues qui frisotent, c'est la même chose. En fait, vous avez des oscillations et ça ressemble exactement à la construction de tout à l'heure. Alors maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est d'où est-ce que ça vient. Là, on a expliqué, Cantor, il regardait ça pour avoir une idée de l'infini. Donc là, on peut déjà avoir une bonne idée de l'infini en regardant un chou, en fait. Il suffit de répéter. Là, Mandelbrot, il voulait effectivement pouvoir comprendre et prédire le cours de la bourse. Donc là, après, maintenant, il y a plein de jeunes brillants qui continuent à faire ce genre de travaux. Et là, on peut se dire à quoi ça sert. L'intérêt, hein, pour gagner de l'argent. Là, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que la plante, elle a une structure mathématique aussi parfaite? Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter. Alors, d'où viennent les plantes? Vous savez d'où viennent les plantes? Ça vient de l'eau, exactement. Alors, en fait, dans l'eau, ce qu'on a, ça c'est une première plante. C'est une algue, on appelle ça une algue unicellulaire. Donc ça flotte dans l'eau. Et en fait, il y a une seule cellule. Donc là, vous voyez, c'est très zoomé. Et ces cellules-là, en fait, elles ont phagocyté d'autres petites bactéries, d'autres petits organites, qui sont tout verts là, parce qu'ils contiennent de la chlorophylle. Et donc, en fait, ces chlorophylles-là, elles sont capables de faire de la photosynthèse, ce qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, vous leur donnez de l'eau, des minéraux. Non, c'est ça, vous donnez de l'eau, vous mettez de la lumière, et ça vous sort des chaînes carbonées. Avec les chaînes carbonées, on peut faire du sucre, de l'amidon, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est une usine, en fait, c'est c'est une des bases principales de la vie, c'est à partir de la lumière et des minéraux, comment on construit toutes les molécules de la vie. Après, du CO2, oui. De l'eau et du CO2. Voilà, il y a de l'oxygène, après il faut s'en libérer, c'est dangereux. Voilà, merci. Donc ça, c'est vraiment la base de la production en fait organique. Et ces petites bêtes-là, elles ont commencé à être pluricellulaires. Donc voilà, donc là elles sont toutes seules, là elles sont par deux, là, et puis là elles commencent à se coller côte à côte. Donc là vous voyez toujours à l'intérieur les organites, là elles sont un peu mélangées, et ça finit par faire les algues. Donc vous avez des algues vertes et des algues rouges, parce qu'elles ont en fait des pigments un peu différents, ce pas les mêmes lignées. Bon. Donc tout ça, ça flotte dans la mer, c'est très content, c'est pas sur rien de spécial, on va dire. Et puis, tout d'un coup, les plantes se disent « Ah, mais il y a quand même le sol, ça serait intéressant d'envahir le sol. » Donc elles ont commencé à envahir la terre, et une des premières formes, ça ressemble à ça, c'est les hépatiques. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à une algue qui s'étend sur le sol, ça ne fait pas grand-chose, donc on la trouve toujours dans les milieux humides. Voilà, donc bon. Et puis après, il y a eu les fougères. On va dire comme forme primitive.
Et les fougères, on voit déjà qu'elles ont une forme fractale. Alors, pourquoi est-ce que c'est fractal? En fait, les fougères, parce qu'elles ont commencé à inventer ce que c'est qu'une tige. Donc si vous regardez là, ça c'est une seule feuille, on appelle ça une fronde. Il y a une partie qui est un peu boisée, qui est dure. Donc elles commencent à inventer de bois, donc ça permet de se tenir. Et donc voilà, les premières formes de feuilles, elles ont une grande veine, des petites veines sur le côté, et ça fait des formes de lanières qui ressemblent, on va dire, à des algues. Il y a beaucoup d'algues, les laminaires par exemple sont comme ça. Sauf qu'elles n'ont pas la structure en bois à l'intérieur. Alors ça, c'est bien, mais ça pousse très lentement. Parce qu'en fait, on le voit un petit peu ici, il y a des lignées de croissance. Ça pousse uniquement par le bord. C'est-à-dire que le bord, il est tout frais, et il est toujours en train de pousser. Et donc, il faut que les fougères, elles poussent dans un milieu très humide, parce que sinon, le bord, il va se dessécher, c'est pas très bon. Et donc, elles poussent, c'est pour ça que toutes les fougères sont principalement tropicales, ou alors elles poussent au printemps quand il fait très humide. Parce qu'elles sont sûres d'être dans l'eau. Mais là, vous voyez que la croissance, du coup, elle a un bord, elle a une vitesse constante, parce qu'elle a un taux de croissance, multiplication constant, et ça donne une croissance de la feuille qui est constant aussi dans le temps. Donc c'est pas très rapide. Alors ça, c'est dangereux, hein. Si jamais tout d'un coup il se met à faire sec, le bord de la feuille meurt. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a imaginé la fougère? Elle a commencé à imaginer, mais si au lieu de faire un seul axe, je multiplie les axes, eh ben, je multiplie la surface qui grandit. Donc là, au lieu de pousser une fois, elle pousse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus vite. C'est bien. Et après, elle va continuer. Du coup, elle se dit, mais je peux faire pareil une deuxième fois. Et donc, elle commence à une fractale. Elle se dit, cet axe-là, je vais le redécouper dans l'autre sens. Voilà. Et après, elle peut continuer le principe. Et du coup, on a des fougères comme ça, qui sont effectivement à peu près fractales. Donc ça, c'est l'autre exemple typique qu'on a donné après les côtes de Bretonne. Et c'est fractal, pourquoi? Parce qu'en fait, le bord ici, il augmente à chaque division d'une certaine multiplication. Et donc, en fait, là, la croissance, en termes techniques, on va dire qu'elle est plus linéaire, constante, mais elle est exponentielle. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et donc, la feuille peut s'étendre très rapidement, et puis après, elle est poussée en temps fini. Donc, les fougères, principalement, qu'on a en milieu tempéré, soit c'est les milieux très humides, comme celle-là, soit c'est la fougère qui s'appelle l'aigle, grand aigle. Grand aigle, ça ressemble effectivement à ça. C'est une bonne fractale parce que ça pousse pas au printemps un grand coup. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà un autre détail. Hein. Là, on voit bien. Alors je ne compte plus les ordres. Donc là, il y a la première feuille, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre, cinquième ordre. On commence à voir 5 ordres de répétition. C'est un fractal. Alors en inventant, le problème c'est qu'en inventant le bois et le fait que les feuilles sont au-dessus, ce que les feuilles ont inventé, c'est la compétition. C'est-à-dire que si on se retrouve sous une autre feuille, eh ben, on n'a plus de lumière, c'est pas terrible. Et donc ce qu'on a eu, c'est évidemment, dès qu'il y a une compétition, il y a une course aux armements. Ça c'est inévitable. Et donc toutes les plantes, pardon j'ai dit les gens, les plantes ont commencé à faire des troncs, à monter en hauteur, et à faire une gestation tropicale, à faire une vraie compétition pour capter un peu de lumière. Alors les premières plantes, en fait, comme ça, c'est une fougère arborescente. Ce qu'elles font juste un tronc avec les fougères qui montent. Donc, tout ce qu'elle a appris, c'est à monter un peu plus en hauteur à chaque fois qu'il y a une feuille. Voilà. Donc voilà d'autres exemples, hein, de fougères arborescentes. Donc ça a été inventé au, on va dire, Carbonifère. Hein. C'est une vieille période. Alors elle s'est dit, oui, mais ça c'est sympa, mais bon, c'est un peu dangereux si on casse. Il y a un bout qui tombe, et on ne fait qu'une collerette de fleurs à chaque fois. Donc la fleur, elle a beau être fractale, on ne fait qu'une collerette de fleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le même principe de multiplication? Donc là, du coup, ce qu'on va multiplier, c'est non plus les feuilles, non plus le bord des feuilles, c'est les tiges. Donc voilà une des premières plantes aussi qui commence à faire des tiges secondaires. Donc là, au début, c'est un peu hésitant. Ça fait vraiment des gros troncs avec des grosses tiges sur le côté. Ça, c'est des yuccas. C'est des plantes australiennes, ça. Et après, ça a fini par appliquer le même principe à échelle plus petite. Donc là, vous avez une tige. Là, vous avez une feuille. En fait, vous ne voyez peut-être pas les feuilles, là. Toute petite, elles se restent collées. Et à la base des feuilles, vous avez de nouveau une tige qui peut partir. Et donc là, on a la même idée de multiplication, mais
sur une structure avant les feuilles qui sont là, sur les tiges. Donc ça, voilà, ça c'est une sanguinaire. Saginelle. Voilà. C'est joli, hein, parce que ça pousse à plat. Donc là, en fait, les feuilles qui sont sur le côté et les feuilles qui sont devant et derrière, elles sont un peu différentes. Et ça s'étend aussi un peu comme la mousse. Et donc là, en fait, si on ne se rend pas compte, mais c'est une grande invention de la part des plantes. C'est-à-dire que les plantes, elles ont inventé les feuilles, elles ont inventé la tige. C'est en fait, botaniquement parlant, c'est ce qui porte les feuilles. Et elles ont eu l'idée qu'en fait, à la base des feuilles, on va pouvoir mettre un nouveau petit bourgeon. C'est-à-dire qu'en fait, la tige, ça pousse essentiellement par la pointe. Là, vous voyez, il y a une petite partie qui est en croissance. Et après, ça a arrêté de croître. Et en fait, à la base de chaque feuille, il redépose une partie qui va pousser, qu'on appelle un bourgeon axillaire, et qui refait un axe. Donc, qui pousse là, et qui fait avec des feuilles. Et à la base de chaque feuille, on peut refaire un axe, et ainsi de suite. Donc, c'est la même idée que la fougère, sauf que maintenant, c'est au niveau des tiges elles-mêmes. Alors là, le premier exemple que je vous ai montré, là. Ah bon, on va refaire celui-là tout à l'heure. Voilà, là, c'est la saison des asperges. Donc, vous pouvez me dire, oui, en fait, regardez, là, il n'y a que des feuilles. Donc, on voit les feuilles qui montent, puis là, il y a le bourgeon qui est en train de pousser. Et en fait, non, il faut faire attention. Alors, je n'essaie pas de me couper, hein. Mais si vous faites attention et que vous enlevez la feuille, ah, là, on ne voit pas grand-chose, je vais peut-être aller trop loin. Qu'est-ce que vous voyez peut-être un petit peu? Ah, ça pousse. Il y a un petit bourgeon qui pousse. Voilà, là, il commence à être un peu plus grand. Hein. J'ai oublié mon canif, hein. Ça, c'est pour le chou rouge. Mais... Ah. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder. Et là, il y a carrément une tige avec déjà des feuilles qui poussent. Si vous voulez, hop, vous amusez. Ah oui, là, il y en a une, les tiges commencent déjà à sortir. Donc voilà ce que je montrais. Donc voilà, ça c'était photographié la semaine dernière. Vous avez une feuille, si vous enlevez une feuille, vous voyez en fait il y a déjà un petit axe qui pousse avec les feuilles qui sont écrasées un peu entre la feuille et la tige. Et si vous enlevez toutes les feuilles, vous voyez que bon là c'est pas très développé, mais ça se développe de plus en plus. Et là vous avez carrément une tige avec des feuilles sur le côté. Et sous les feuilles, vous avez déjà une tuffe. Donc voilà là. Ça, c'est une asperge un peu plus grande qu'on ne trouve plus sur les marchés, hein, parce que c'est déjà pas très propre. Et là, on voit déjà que les tiges sont commencées. Et sur les tiges, il y a des feuilles. Et à la base de chaque feuille, il y a de nouveau une petite pointe, et ainsi de suite. Et donc ça n'a pas l'air, mais c'est déjà exactement la même structure que mon chou romanesco, qui est en fait la même structure que le brocoli, qui a la même structure que le chou-fleur. Voilà. Alors en fait, dans l'ordre de domestication des Romains, c'est chou, brocoli, romanesco, chou-fleur. Chou-fleur étant la fin de la sélection. Alors là, si vous regardez bien, je vais faire passer. Et si vous regardez bien, vous avez des tiges. Là, pareil, vous avez une tige avec les feuilles. Là, il reste une grande feuille. À la base de cette feuille, il y a une nouvelle tige qui pousse. Voilà. Là, vous avez aussi. Là, vous avez aussi des feuilles. Et voilà, vous pouvez regarder après. Hein. Donc, la prochaine fois que vous coupez un brocoli, ou un... Alors c'est pareil pour un chou-fleur, mais ça se voit moins, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est on va venir dessus, ils ont sélectionné la compaction, et à la fin, et le fait qu'il se transforme moins en fleur. Donc à la fin, le chou-fleur, en fait, il n'arrive pas à se transformer en fleur. Voilà. Ah, voilà. Et c'est ce que je voulais montrer là. Donc là, si vous regardez bien, en fait, là on le voit encore, là, à la base, il y a la petite feuille. Donc ça, c'est la tige. À la feuille, entre la feuille et la tige, il y a la petite tige qui pousse. Donc comme ça, on a des structures qui sont assez belles, qui sont les structures d'Araucaria, par exemple, où là, on a une tige avec des feuilles et on a des tiges secondaires qui poussent. Alors là, pas partout. Là, ce qui se passe dans le brocoli, c'est que tout pousse peu partout. Donc, il y a toutes les feuilles, comme ici en fait. Hein. Toutes les feuilles font une tige qui pousse,
et toutes les tiges font des feuilles, et toutes les feuilles font des nouvelles tiges qui poussent, et ainsi de suite. Donc ça a vraiment une multiplication complète. Là, ce qu'on a, c'est quelque chose qui est plus courant, c'est-à-dire qu'en fait, la sélection, toutes les tiges possibles ne poussent pas, mais il n'y a que seulement celles sur le côté. Ce qui fait une sorte de pseudo-feuille horizontale, pour pas qu'elle se fasse de l'ombre. Donc ça, c'est les araucarias. Mais c'est vrai que la structure, en fait, là, elle ressemble vraiment à la structure du brocoli, on va dire, ou du chou. Alors, en réalité, là, je vous ai dit, en fait, il y avait une compétition pour les feuilles, mais en réalité, les tiges n'ont pas été inventées pour ça. Qu'est-ce qui est plus important que la nourriture? Bon, après l'argent. La nourriture, qu'est-ce qui est plus important que la nourriture? C'est... Voilà, presque, on va dire. L'amour, exactement. En fait, bon, pour être plus terre à terre, c'est la reproduction. Voilà. Et donc, en réalité, voilà, c'est vraiment c'est basique. En réalité, les tiges ont été inventées pour la reproduction. Donc là, vous voyez les hépatites. En fait, les premières tiges qu'elles font, là, c'est des petits éléments qui portent les spores. C'est les mâles, et ça, c'est les éléments femelles. Et en fait, c'est pour envoyer les spores plus haut dans l'air pour que ça soit envoyé plus loin. Que ça se mélange plus. Et que les graines, après, s'envoient plus loin. Et la première feuille qui a vraiment des éléments qui a des tiges, donc là, qui date vraiment la première trace de plantes qu'on a, donc le bas dévonien, là, j'ai de c'est très longtemps. C'est juste des tiges sans feuilles, effectivement, avec des bifurcations, des petits sporothèques, ça porte des spores. Mais si on regarde alors les organes de reproduction, donc là c'est une cicade, là c'est une banksia, on voit en fait des structures qui deviennent de plus en plus compliquées. Alors j'ai oublié mes pommes de pin, je suis désolé. Franchement, mais je compte sur vous. Parce que les pommes de pin, c'est aussi, effectivement, après les cicades, le premier terme, enfin la famille ancienne de plantes, c'est les gymnospermes, c'est ça, hein? Voilà. Et donc c'est les pins, etc., qui ont à peu près la même structure, c'est qu'en fait ils ont deux types de cônes. Les cônes qui portent le pollen, qui disparaissent très vite, et puis les cônes femelles, et les cônes femelles, qui eux mettent 2 années à grossir avant de tomber tout sec avec les graines, qui sont ce qu'on appelle les pommes de pin. Mais qui ont des structures qui ressemblent beaucoup à ça. Et donc là j'ai des fleurs. Alors en fait, bon là pour le moment, vous allez me dire, quand on a les pommes de pin, c'est comme l'hépatique, ça utilise que le vent. Mais en fait, vous savez que peut-être que les plantes, elles ont eu un boom évolutif énorme quand il y a autre chose qui est sorti de l'eau. Et ce qui est sorti de l'eau, c'est des insectes. En fait, les petits crustacés dans la mer, parce qu'il n'y avait pas eu des plantes, il y a des choses qui ont commencé à manger les plantes. Les zooplanctons qui ont commencé à manger les plantes, qui développaient, ça fait des crevettes, si vous voulez. Les crevettes ont commencé à sortir de l'eau, ça fait les insectes. Et les insectes, ils ont commencé à manger les plantes. Et les plantes se sont dit, ah, mais finalement, ils bougent tout le temps, ils bougent beaucoup ces animaux, ils sont insupportables. Hein. Mais ils peuvent emmener mon pollen. Voilà. Et donc, ils se sont mis à attirer les animaux pour qu'ils prennent le pollen et qu'ils aillent l'emmener, d'une manière plus efficace que le vent. Et donc, les plantes ont inventé les fleurs. Voilà. Avec des beaux signaux, hein, avec des beaux atours, hein, soit colorés comme ça, soit parfumés, avec le nectar, hein, pour dire à tous les insectes, venez, venez. Alors, au début, vous savez, en fait, ça c'est déjà évolué. Les premières fleurs, c'était pas des parfums très agréables, c'était des parfums de viande pourrie, parce que ça attirait des mouches qui aimaient les autres éléments en décomposition. Bon, voilà. En tout cas, voilà, là c'est joli, ces fleurs. Et si on regarde les fleurs, vous allez me dire, comment est-ce qu'ils ont inventé les fleurs? Eh bien, en fait, c'est en modifiant les feuilles. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tiges avec des feuilles, et comme dit Goethe, en fait, tout n'est que feuilles dans une plante. Alors, il est un peu exagéré, hein. C'est-à-dire, il y a effectivement les feuilles qui se transforment, qui peuvent faire, à la fin, les feuilles, elles se transforment pour faire ce qu'on appelle les bractées, qui protègent la feuille, les sépales, les pétales, les étamines et les pistils. Tout ça, c'est le même élément qui change de forme, si j'ose dire, et qui va constituer la fleur. Alors Goethe, il a quand même un peu oublié les racines, dans ce cas-là. Mais, et quand on regarde une plante, d'ailleurs, c'est quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que c'est quasiment une plante, c'est quasiment une chimère. C'est-à-dire que vous avez une partie aérienne qui est effectivement des feuilles, avec la tige, qu'on pourrait dire, en fait, c'est une réunion de feuilles, pour être précis, c'est ce qui porte les feuilles, mais il y a une sorte de rupture ici, comme un... Comment on appelle ça?
Hein, il y a une greffe, voilà, comme une greffe, avec une autre partie ici qui ressemble à quelque chose de complètement différent, qui sont les racines, et qui fonctionnent de manière différente. Donc pour moi, les plantes, en fait, c'est la greffe entre une hépatique et un champignon. Typiquement, parce que ça, c'est très proche des champignons. Bon, ça, c'est l'idée. Vous allez me dire, bon, tout, c'est joli. Et là, vous avez le même principe de multiplication des axes. Donc, vous avez votre tige avec des feuilles. À la base des feuilles, vous avez une autre tige qui fait des feuilles, qui fait une autre tige, et vous portez des fleurs à chaque axe. Donc, vous pouvez, au lieu de faire une seule fleur, comme tout à l'heure, là, hein, ce qui est fatigant, enfin, c'est fatigant, c'est risqué, hein, vous n'avez qu'une fleur. Vous pouvez tout d'un coup, ça c'est le chou justement, c'est la forme originelle du chou. Vous voyez que ça ne ressemble pas à grand chose, hein. Ça ne ressemble pas au brocoli, hein. Donc les Romains ont beaucoup travaillé. Hein. Et donc, vous avez une multiplication des axes. Et ce qu'ont fait les Romains, c'est qu'ils ont dit, au lieu d'avoir des axes très étendus, je vais les compacter. Pour pouvoir, c'est plus facile d'en avoir plus et les compacter. Mais bon, en attendant, ça s'est fait par la nature aussi. C'est-à-dire que les multiplications des axes, elles sont devenues fractales, pareil, toujours le même principe de répétition. Donc là, vous avez une fleur, là, je ne sais plus son nom, je n'ai pas regardé. Vous connaissez ça? Ah, merci, voilà. Plus fort. Astilbe. Merci. Astilbe. Merci. Et donc, là, vous avez les feuilles. Et là, vous n'avez plus la feuille parce qu'elle ne s'est pas développée. En fait, si vous regardez, il y en a une toute petite. À chaque fois, il y a toujours une toute petite feuille. Vous avez une nouvelle tige qui pousse. Sur la tige, au lieu d'avoir des feuilles, vous avez des feuilles, toujours sur des feuilles. Et à la base des feuilles, vous avez une petite tige qui pousse qui va faire une fleur. Donc là, vous en avez plein. Et là, au lieu de faire une seule fleur, il décide de faire une tige qui porte des feuilles. Et à la base des feuilles, une fleur. Et là, il fait ça encore un ordre de plus. Donc là, il commence vraiment à être fractal. Je vais la garder. Hop. C'est la même structure, mais c'est toujours un peu aéré. Et donc, là, ce qu'a fait la nature, c'est qu'elle a commencé à regrouper tout. Donc là, vous voyez, alors ça, je ne sais pas le nom non plus, c'est pas... Des œillets de poète. Voilà, œillets de poète. Ça ressemble à des œillets, mais effectivement très serrés. Voilà, des œillets de poète. Et bien, si vous regardez, vous avez encore une feuille. À la base de la feuille, une tige qui pousse. Là, vous avez des feuilles. En fait, là, vous avez des petites fleurs qui sont en train de pousser, et ainsi de suite. Et donc, ça se répète, mais maintenant, la répétition, elle devient très serrée. Ce qui fait que toutes les feuilles sont collées. Et si vous continuez ce principe-là, vous allez vers ces fleurs-là, ça ressemble à une fleur, mais en fait, c'est une composée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petites feuilles qui sont collées sur une grosse tige, et à la base des feuilles, vous avez une fleur. Donc ça, c'est un ensemble de plein de petites fleurs. C'est un bouquet de fleurs en une seule. Et là, si vous regardez, d'ailleurs, en fait, on voit les petites fleurs qui sont jeunes là, qui commencent à grossir et qui commencent à fleurir. Et celles du bord, alors elles sont spéciales parce qu'elles font encore des gros pétales, et celles du centre ne vont plus faire de pétales. Donc voilà. Donc là, on arrive effectivement typiquement à la fleur composée, donc typique aussi de tournesol, la marguerite, etc. Donc à la même structure. Alors, donc je vous ai dit, les Romains, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont exagéré. Ça, c'est quelque chose qui est déjà naturel. Et donc, ils n'ont pas eu à beaucoup sélectionner, en fait. C'est quelque chose que la plante a déjà envie. Et donc, ils ont choisi les choux tout isolés comme ça. Et puis, ils ont sélectionné celles qui étaient de plus en plus compactes. Et donc, ils sont arrivés au brocoli. Après le brocoli, comme je vous ai dit, c'est vraiment plus compact, mais qui a toujours la même structure. Et au romanesco, après, on a le chou-fleur. Donc là, on ne le voit plus, mais si on regarde, on a encore des petites parties. Et on peut reconnaître un peu des lignes, avec des croisements des lignes qui font ces structures-là. Alors ça, en fait, le chou comme ça, c'est une fleur qui a envie de fleurir, mais qui n'y arrive pas. C'est terrible. Et donc, les généticiens qui ont étudié ça, ils ont dit ce que les Romains ont sélectionné, c'est un gène qui s'appelle Forever Young, donc toujours jeune. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à mûrir. Mais il y a quand même des fois un chou romanesco, là j'ai trouvé dans le Midi. Voilà, il commence à se libérer de sa malédiction et il finit par faire des tiges. Voilà. Et il va finalement arriver à faire des fleurs. Donc il est un peu monstrueux là. Il arrive à faire des fleurs violettes, comme dans le brocoli. Quand il est un peu plus vieux, il fait des petites fleurs violettes. Voilà. Alors, les Romains, ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça sur tout plein de tops de choux. Et il y a des choux avant qu'ils ont réussi à compacter, avant que ça fasse des fleurs.
Et donc typiquement, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle voilà, le chou frisé ou le chou compact. C'est une tige avec des feuilles, et sauf qu'ils ont sélectionné celles qui n'arrivent pas à ouvrir les feuilles et qui restent que compactes. Donc ce que vous avez en fait ici comme ça, c'est une feuille, c'est une tige qui n'arrive pas à s'ouvrir. Voilà. Qui n'arrive pas à s'étirer. Alors ça, vous allez dire, c'est terrible pour la plante, mais en fait, c'est très bien pour l'homme parce que ça fait une tête de chou comme ça, qui est très lourde et qui se conserve très bien. Et vous ne croirez pas, vous croirez ou vous ne croirez pas comme vous voulez, mais c'est grâce à ça que les Romains ont conquis l'Europe. Parce que ça vous fait une ressource de vitamines et de minéraux que vous pouvez emmener partout et qui se conservent. Et donc les Romains, ils avaient de la soupe aux choux, les soldats romains. Et donc ils rajoutaient quelques trucs, mais comme ça, ils étaient quand même à peu près en forme. Parce que c'est le grand problème quand vous faites de l'armée, c'est qu'il faut les nourrir, les soldats. Donc ils se nourrissent sur la bête, comme on dit, mais quand même, ça ne suffit pas toujours. Et donc grâce à ça, ils ont envahi l'Europe. Voilà, c'est ça. Alors ce que je voulais vous montrer maintenant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a des spirales, comme ici. Alors d'où viennent ces spirales? Alors, est-ce qu'on le voit dans le chou? Donc là, on ne les voit pas. Hein. Alors je vais trancher le chou pour vous montrer. Ouais, pas mal. Voilà un chou frisé. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ce que vous voyez, c'est que le chou, il a des feuilles comme ça, qui sont des feuilles toutes bêtes, hein, avec un axe et un limbe. Et il pousse, mais il n'arrive pas à sortir. Et donc les feuilles qui sont à l'intérieur, elles n'ont plus de place et elles commencent à faire n'importe quoi. Et c'est ça toutes les convolutions un peu comme ça, comme le cerveau justement. Mais n'empêche que la base des feuilles au début, quand elles sont apparues, est toujours régulière. Et ce que vous voyez apparaître, c'est des belles spirales. 1, 2, 3 belles spirales. Alors là, je ne suis pas exactement au haut du bourgeon, je suis un tout petit peu trop haut. Donc je vais essayer de recouper, il ne faut pas le rater, hein, le bourgeon. Voilà, encore un peu plus haut. Ouais, très bien. Je suis peut-être un peu en dessous. Non, c'est pas mal. Et si vous regardez, en fait, vous voyez que la spirale, elle devient de plus en plus serrée. Exactement comme dans le chou qu'on voyait tout à l'heure. Sauf que là, au lieu d'avoir une feuille qui donne une tige, qui donne un autre cône, j'ai juste une feuille. Mais c'est exactement la même structure. Bon, alors, ces spirales, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'elles se voient partout. Si vous regardez bien, maintenant, vous avez vu ces spirales-là, vous regardez les tiges que je vous ai montrées avant, on voit les feuilles, en fait, les feuilles, on voit que ça dessine des spirales. L'araucaria, c'est très très clair. Ça, c'est un bourgeon de, je sais pas quoi, d'un plante d'agave. Ça, c'est une sorte de palmier aussi. Voilà. Les fougères, on les voit très bien. Ça, c'est un palmier. On voit de très belles spirales. Et elles sont vraiment universelles aussi. Donc là, vous voyez maintenant une tige de pin. Les fameuses pommes de pin que j'ai oubliées. Je compte sur vous. Hein. Donc là, vous voyez aussi des spirales dans les deux sens. Alors, l'ananas, évidemment. Là, vous allez me dire, oui, la feuille, monsieur, mais la feuille, on la voit bien, elle est là. Et à la base, ce que vous avez, en fait, c'est pas une tige, c'est une sorte de petite tige, ça fait un fruit, une fleur avec un fruit qui grossit, compact. Les artichauts, on va arriver sur l'artichaut tout à l'heure. Évidemment, en fait, l'asperge, si vous regardez tout à l'heure l'asperge, vous avez des belles spirales. Et alors, ce qui s'est passé, alors là, c'est très joli parce que vous avez il y a un problème pour décrire ça. Et donc ça, pendant très longtemps, les gens se sont dit, bon, on voit rien, enfin, on voit ça. Et ça a fallu beaucoup de temps pour qu'on arrive à un niveau d'abstraction suffisant pour passer d'une pomme de pin. Donc ça, c'est un beau dessin. Comment est-ce que les pommes de pin bougent les unes sur les autres? Et en fait, on se dit, ah, mais finalement, on peut les relier ensemble. Et ça fait des lignes qui deviennent très abstraites. Et donc, je peux faire un dessin très abstrait, comme ça. Et si vous regardez maintenant ces lignes-là, ce qu'on peut s'amuser, c'est à les compter. Alors, pour le tournesol, pour le plus simple, c'est par exemple là, l'artichaut. L'artichaut. Ça commence pareil, hein, j'ai une excuse. Hein. L'ananas, d'accord. Vous pouvez les compter. Donc là, vous voyez des belles lignes dans les deux sens. Donc on va essayer de la compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je reviens sur la même. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je reviens sur la même. Voilà. Et donc, en principe, c'est ce qu'on dessine là. Donc, on peut avoir on a des spirales dans les deux lignes. Et pour décrire la structure, on va la mettre dans un sens, puis compter dans l'autre sens. Voilà, et on va dire cette structure-là, par exemple, eh ben, elle est 8, 13. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de description. Il a fallu attendre 1800, voilà, Bravet, 1837. On y avait. Donc si vous regardez les pommes de pin, alors là, je n'ai pas mes pommes de pin, je suis vraiment désolé. Mais, vous pouvez faire la même chose. Donc sur cette pomme de pin-là, vous pouvez me croire, en fait, elle est 5, 8. Donc celle-là, elle fait le tour, elle revient là. Là, on n'arrive pas à faire rire. Voilà, celle-là, si quand elles sont ouvertes par l'arrière, on peut les compter plus facilement. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Pareil, et je vous laisse deviner de l'autre côté, c'est combien? C'est 8 aussi. 13, 8 aussi. Voilà. Bon, celle-là, c'est 8, 13 aussi. Hein. Laisse compter. Pomme de pin. Non, c'est pas vrai, hein. C'est aussi 5, 8. Et celle-là, c'est quoi? Ça, c'est un petit tournesol. Vous avez le courage de compter? Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous pouvez me croire, il y en a 21. Voilà. Et dans l'autre sens, il y en a 34. Bon, on peut toujours s'amuser à compter. Hein. Donc c'est les Bravets qui sont amusés à faire ça et d'autres. Voilà, un autre tournesol, un peu plus joli. Vous trouvez 34, 55. Bon, pourquoi pas. Là, vous avez un beau dessin de tournesol. Donc ça, c'était la bonne époque, hein, c'est-à-dire que les botanistes, ils faisaient des vrais dessins, de vraies choses. Et donc là, vous avez effectivement une belle courbe. Et vous pouvez vous amuser à compter. Ben, vous trouvez 55 dans ce sens-là et 89 dans l'autre sens. Et là, c'est la semaine dernière, pareil, c'est aussi la saison des artichauts. Donc voilà un artichaut de la semaine dernière. Si vous êtes patient, alors en fait, je vous conseille de faire ça quand ils sont crus. Donc quand ils sont crus, parce que cuits, c'est trop mou en fait. Donc vous enlevez les feuilles, et après vous coupez nettement à la base. Alors là, vous ne voyez pas, il y a une petite feuille. Et évidemment, ça c'est une tige avec la fleur. Si vous coupez à la base de la tige, c'est là où c'est mou. Quand vous coupez au-dessus de la tige, c'est des poils en fait. C'est assez dur. Mais si vous coupez juste à la base, ça commence à devenir mou. Alors, il ne faut pas couper trop profond. Hein. Si vous coupez trop profond, c'est comme là. Vous perdez toute la trace. Mais si vous faites ça comme ça, eh ben, vous avez une belle structure. Et elle est aussi exactement comme la précédente. Elle est 55-89. Alors, voilà une pomme de pin aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant en fait de se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas un seul nombre. Quand vous regardez ça, là vous avez dit que vous avez une seule paire de nombres. En réalité, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une transition de nombres. Donc, par exemple, ici, alors où est-ce que je veux vous montrer? Voilà, celui-là est plus joli. Si vous regardez votre tournesol, ici vous comptez le nombre de spirales. Il n'y a pas de problème. Et puis cette spirale-là, vous vous rendez compte qu'il y a un moment, elle disparaît un petit peu. Et vous en avez une autre un peu plus basse qui redémarre. Donc là, vous avez une transition. L'autre, dans l'autre sens, elle continue sans problème. Mais là, vous avez une transition. Donc vous comptez. Là, vous dites, c'est là, je m'arrête et je pars dans l'autre sens. Donc là, vous en avez 89. Vous redessinez dans ce sens-là, vous comptez, vous en avez 34. Et puis ça s'arrête, vous regardez dans l'autre sens, vous comptez, vous en avez 13. Même chose dans l'autre sens. Donc en fait, ce que vous avez ici, si vous en avez 55, là, ça s'arrête, ça démarre dans l'autre sens et vous en avez 21. Donc en réalité, ce que vous avez ici, c'est une superposition. Sur le bord, vous avez 89-55. Ici, vous passez à 55-34. Là, vous passez à 34-21. Et là, vous passez à 21-13, près du centre. Donc vous avez une succession en fait de paires de nombres, comme ça. Et même sur une pomme de pin, vous prenez une pomme de pin un peu pointue comme ça, si vous vous rendez compte un peu moins pointue, là, les écailles sont plus petites et là, elles sont plus grandes. Donc en fait, là, il y a plus de spirales que là. Vous la roulez dans la pâte à modeler, et puis vous dessinez. Donc voilà, là, vous la roulez, vous repérez un point, ça c'est le même point. Et vous pouvez dessiner, et vous voyez qu'en fait, dans un sens, vous avez des transitions, dans l'autre sens, vous avez des transitions. Et donc, en fait, vous avez des lignes, des zones. Et donc, ils passent de 13-21 à 13-18, 13-8, 5-8, 5-3, 2-3. Donc, en réalité, ce
qu'on a dans toutes les plantes. Alors ça, c'est Bravais et Bravais surtout qu'on fait ça. Si vous comptez le nombre de spirales, vous avez une propriété, c'est que vous trouvez toujours deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Alors la suite de Fibonacci, je vais vous raconter tout de suite, c'est... vous connaissez l'histoire de Fibonacci? Si j'ai le temps un peu, ouais. Les lapins de Fibonacci, oui, mais vous savez d'où ça lui est venu? Pas de l'amour, hein, on va dire, parce qu'il était moine. Mais ça lui est venu en fait parce qu'il était fils de marchands vénitiens. Et les marchands vénitiens, ils dominaient la Méditerranée. C'était les plus riches. Et pourquoi est-ce qu'ils dominaient la Méditerranée? Ils faisaient du commerce avec les Arabes. Et donc lui, il va accompagner son père au Maghreb. Et les Vénitiens, c'était des descendants des Romains. Comme tous les Européens, ils comptaient avec des chiffres romains. Non, justement, ils comptaient avec des chiffres romains. Et Fibonacci va au Maghreb, et qu'est-ce qu'il découvre? Il dit, ah, il compte différemment. Il compte avec des chiffres arabes. Et là, il découvre que c'est quand même beaucoup plus pratique. Les chiffres romains, il y a un i devant le v, ça fait un 4. Après, pour faire les additions et tout, c'est très compliqué. D'accord. Alors, il y avait des gens qui savaient faire ça très bien, ceux qui manipulaient des choses importantes, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire les banquiers. Et vous savez pourquoi les banquiers s'appellent des banquiers? Parce qu'ils travaillent sur un banc. Et pourquoi ils sont à travailler sur un banc? Parce que sur le banc, il y a gravé toutes les opérations en chiffres romains. C'est leur table de retenue. Parce que sinon, c'est trop compliqué à avoir. Et du coup, évidemment, quand Fibonacci revient et qu'il dit « Regardez, on peut utiliser des chiffres, c'est beaucoup plus pratique pour faire tous les calculs », les banquiers disent « Nous, on reste avec nos chiffres romains, pas question qu'on change ». Alors du coup, il continue à étudier ça. Alors pour continuer à faire des études mathématiques, il n'y avait pas le choix à l'époque, il devient moine, parce que c'est les seuls qui ont encore les manuscrits, qui traitent tous les savoirs, etc. Donc il devient moine et il fait des livres de questions mathématiques qu'il résout avec les chiffres arabes pour dire « Regardez, c'est beaucoup plus facile comme ça qu'avec les chiffres romains ». Donc il a des livres d'exercices comme ça. Voilà. Et un des exercices qu'il imagine, c'est un exercice étrange qui sont les lapins, on va dire. C'est, on va dire, par exemple, si vous connaissez le problème des lentilles d'eau, vous avez une lentille d'eau, le lendemain, ça donne 2 lentilles d'eau. Le surlendemain, chaque lentille d'eau donne 2 lentilles d'eau, vous en avez 4, et ainsi de suite. Ça, c'est une belle croissance exponentielle. Donc, vous avez la question classique. Un jour, au bout de 10 jours, votre mare est à moitié remplie. Combien de jours il faut pour que la mare soit complètement remplie? Voilà, très bien. C'est très fort. Ouais. Et donc, là, c'est une multiplication par 2, tout le monde connaît. Alors, il dit, je vais corser un peu le truc quand même, et je vais utiliser des vrais lapins. Et les vrais lapins, le problème, comme nous, c'est que quand il y a des lapinaux, ils ne peuvent pas faire des enfants tout de suite. Il faut attendre un mois. Un certain mois avant de faire des enfants. Et après, ils font des enfants tous les mois. C'est pour ça que les lapins se reproduisent comme des lapins. Et alors, il imagine qu'il y a des femelles, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour la reproduction. Quand même. Voilà. Il y a une petite lapine qui démarre, donc elle est enfant, elle vient de naître, elle est jeune, et hop, elle devient une mère. Et donc le mois d'après, elle fait une petite lapine, et ainsi de suite. Et puis elle est immortelle, c'est sympa aussi. Voilà, la feuille, la jeune fille, elle attend une fois, elle devient mère, et puis après elle fait une fille, à chaque fois régulièrement. Et donc vous avez un diagramme comme ça, et la question c'est combien il y a de filles à chaque génération, combien il y a de mères à la génération, et combien il y a de lapins en total à la génération. Et ce que vous avez effectivement, c'est, vous retrouvez les nombres de la suite de Fibonacci. Alors pourquoi? En démonstration simple, c'est que vous regardez le nombre de filles à une génération, c'est le nombre de mères à la génération précédente. Et alors c'est quoi? Voilà. Non, le nombre de mères. Voilà, le nombre de filles, c'est le nombre de mères à la génération précédente. Le nombre de mères, c'est le nombre de mères à la génération précédente parce qu'il ne meurt pas, plus le nombre de filles qui sont devenues des mères. Voilà. Et donc, si vous remplacez les filles ici par les mères de la génération d'avant, vous trouvez que les mères de la nouvelle génération, c'est les mères de la génération d'avant, plus les filles d'avant, donc en fait, les mères de la génération 2 de la génération d'avant. Donc vous avez que le nouveau nombre, comme on dit, est la somme des deux précédents. Donc on commence avec 0, 1, c'est là 0, 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 et 2, 5, 5 et 3, 8, ainsi de suite. Et donc vous avez cette règle-là de Fibonacci. Alors du coup, ça donne des nombres, et ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, quand vous regardez les plantes, vous avez toujours non seulement des nombres de Fibonacci, mais 2 nombres consécutifs de la suite de Fibonacci.
Donc là, le tournesol que je vous ai montré, l'artichaut était parti là, il était 55,89, il passe à 34,55, 21,34 jusqu'à 8,13. Alors les plus grands tournesols qu'on n'a jamais repérés, ils sont 144,233. Alors là, ce qui est fascinant, c'est que quand je vous dis 144,233, ce n'est pas à peu près 144 et à peu près 233. C'est exactement 144 et exactement 233. Vous pouvez les compter 10 fois, vous pouvez en compter plein. Bon, il y a des exceptions, hein, mais il y a toujours des exceptions, mais on peut y arriver. Mais c'est exactement ça. Alors avec ça, vous vous rendez compte qu'en fait, les nombres de spirales, ils ne sont jamais exactement les mêmes. C'est toujours un peu asymétrique. Il y en a toujours une qui est un peu plus verticale que l'autre. Et comme ça, vous pouvez toujours savoir si les artisans qui font des plantes sont réalistes. Et souvent, quand vous voyez une pomme de pin dessinée, vous voyez des choses qui sont symétriques. Ça ne va pas du tout, ça. Il n'y a qu'une pomme de pin que je connais, qui est au Vatican, voilà, qui est une fontaine romaine, en fait. Et vous voyez qu'elle, elle est exactement asymétrique. Et en fait, vous comptez, c'est aussi Fibonacci. Elle est grandeur comme ça. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont vraiment reproduit, avec un système probablement de pieds de levier, ils ont reproduit exactement une vraie pomme de pin. C'est vraiment du travail. Alors d'où est-ce que ça vient? Vous voulez me dire, bon ben ça, vous allez me dire l'évolution, elle a fait ça. Mais en fait, d'où est-ce que ça vient? J'ai vu un article récent, 2015, de gens qui ont retrouvé une forêt primitive, c'est aussi du Dévonien, donc avant le Carbonifère. Et là, ce qui était super, c'est qu'ils ont retrouvé des troncs entiers. Donc j'écris à la personne, est-ce que si vous avez un tronc entier, est-ce que vous ne pouvez pas compter le nombre de spirales de chaque côté, s'il vous plaît? Je dis, ouais, si j'ai le temps, je vais le faire. Et puis le lendemain, il revient et dit, ah, je passais au laboratoire, j'ai compté. Vous ne vous rendez pas compte, c'est 13,21. Je ne connaissais pas les nombres de Fibonacci, j'ai vérifié, avant de les compter, j'ai vérifié, j'en reviens pas. Voilà. Donc en fait, parmi les premiers arbres, qui sont en fait des espèces de fougères, avant les mousses, en fait ça ressemble plutôt à des mousses, ils étaient déjà Fibonacci jusqu'aux arbres évolués maintenant. D'où est-ce que ça vient? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un empilement. Vous avez une sorte d'empilement de disques. Et donc il y a un botaniste, enfin un chimiste à l'origine, c'est ça. Un chimiste qui dit, bon bah c'est pas grave, hein, je vais faire tous les calculs, boum, j'ai pas peur. Et donc je vais calculer tous les empilements possibles d'éléments identiques sur un cylindre. Donc ça, vous imaginez que c'est un cylindre déroulé. Et quand il fait ça, il regarde les caractéristiques qui sont l'angle entre un élément et le suivant, en fonction du diamètre, du rapport des diamètres. Il a un très bel arbre, comme ça, ce qu'on appelle un arbre. Ce qu'on appelle maintenant l'arbre de Van Ittersohn. Alors, si je vous le redessine proprement, voilà, c'est ça. Et donc là, si vous avez regardé les branches, vous avez le nombre de spirales de chaque côté. Vous avez 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5. Donc là, vous avez une branche qui correspond aux plantes, qui correspondent au nombre de spirales de Fibonacci. Mais en fait, vous avez plein d'autres nombres possibles. Alors ça, mine de rien, c'est un objet mathématique qui est très très joli. Alors ça a été découvert par un chimiste qui travaille sur la botanique, mais il a fallu attendre très longtemps avant que ça soit redécouvert par des matheux qui ne regardaient absolument pas. C'est comme les fractales, qui ne regardaient pas ce problème. Et par exemple, qui regardaient les disques de Ford. C'est que si vous empilez des disques les uns dans les autres, les positions en fait des disques sont aussi des rationnels et vous avez exactement la même structure de nombres qui se suit. Si vous regardez comment on peut regarder les rationnels, ça c'est un champ de lavande qui vient d'être planté dans le Midi. Et bien là, vous voyez, ça doit être déjà une diagonale. C'était planté très régulièrement. Ça c'est 1, 2, 1, 3, 1, 4. Et puis vous voyez un autre nombre ici, qui est 1, 1, 2. Ça, 3. Donc en fait, vous avez exactement, ça c'est un objet mathématique très beau, qu'on retrouve. Et là vous avez une autre table aussi qui avait été aussi décrite par un botaniste, enfin un philosophe dans les années 30, bien avant que les matheux le découvrent, mais les matheux ne savent toujours pas, qui sont effectivement un arbre, c'est comment construire les rationnels les uns après les autres. Alors ça, je ne sais pas si vous avez appris, c'est quand vous savez que à l'école, on vous a appris, vous avez un rationnel. Un rationnel, c'est je prends un nombre entier, A, sur un autre nombre. Donc par exemple 3 huitièmes. Et puis on va dire, on va additionner un nombre, par exemple, on va dire 5 treizièmes. Comment on fait ça? Ben vous allez dire, ben c'est facile, hein. Je fais A plus C sur B plus D. On vous a dit, non, il ne faut surtout pas faire ça.
C'est une grosse erreur. Hein, il faut faire AD plus CB sur BD. Voilà. Ça, c'est l'addition normale. Eh ben, cette addition-là, elle est quand même très intéressante, parce que comme ça, on peut effectivement construire tous les rationnels. Donc vous partez, oups, je peux tomber. Vous partez de 1,5 et là c'est quoi? C'est 1 tiers. Voilà, et vous additionnez au-dessus, et vous trouvez 1 plus 1, ça fait 2. 2 et 3, ça fait 5. Vous trouvez 2 cinquièmes. Là, vous vous amusez entre additionner ces deux-là. Donc 1 et 3, 1 et 2, ça fait 3. 2 et 5, non. 7, voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez construire tous les rationnels. Et ce que vous trouvez, Fibonacci, alors il est où quelque part? Il va être quelque part. Aidez-moi. C'est 3 huitièmes, non, pardon, 5 et 3, non, ça va être 8e. Allez, non, bon. Fibonacci est dans la ligne qui descend ici quelque part. Alors la question, du coup, c'est pourquoi cette structure et pourquoi est-ce qu'on a des nombres qui s'additionnent comme ça? Alors la réponse, elle est assez simple. Ça m'a pris beaucoup de temps à la trouver. Donc vous regardez vos feuilles empilées. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la vraie plante pomme de pin. Vous pouvez dessiner les spirales. Vous pouvez couper sur ce cylindre homogène et le redessiner à plat. Donc ça c'est votre pomme de pin. Vous imaginez projeté sur un cylindre projeté à plat. Vous avez toutes vos aiguilles et là vous pouvez faire une spirale qui revient et c'est la même qui réapparaît là. Et là vous pouvez compter le nombre de spirales facilement. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 et je reviens sur la même. Et 1, 2, 3, voilà. Donc ça, et donc là il y a Bravais justement qui ont pris cette mode de défi. Alors là c'est bien parce que pour une fois les plantes ont inspiré, pas les mathématiques, mais ils ont inspiré la physique en fait, ou aussi les mathématiques on va dire. C'est que Bravais, il a fait ça avec son frère qui était botaniste, avant de faire ses études de cristallographie. Et une fois qu'il a vu ça, donc en fait il a vu une structure régulière qui est une structure cristallographique, il a fait tous les calculs, il avait dit ah mais je peux appliquer ces calculs-là non pas sur une surface 2D, mais sur un cristal 3D qui est un empilement. Et comme ça il a pu calculer tous les cristaux et classifier les cristaux un peu mieux que les collègues. Donc là pour une fois les plantes ont inspiré les sciences plus dures. Et quand on regarde ça, on voit qu'on peut dessiner effectivement un triangle. C'est-à-dire on va faire une spirale comme ça dans un sens et dans l'autre sens. Et là on peut compter facilement. On a une spirale dans ce sens-là, 2 spirales dans ce sens-là, 3. Et dans le sens 1, 3, 4, 5, 6. Donc là vous avez 3, 6 par exemple. Alors du coup ça vous donne la raison pourquoi est-ce que le nouveau nombre, si vous voulez avoir Fibonacci, il faut que le nouveau nombre soit la somme des deux précédents. Et là vous avez la réponse. C'est-à-dire que si vous prenez une structure, le nombre de points ici, ça donne le nombre de spirales dans ce sens-là. Le nombre de points dans l'autre côté, ça donne le nombre de spirales dans l'autre côté. Maintenant, vous vous dites, j'ai regardé les diagonales. Il y a combien de diagonales dans ce sens-là? Et bien, vous comptez ces points-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous rajoutez les points de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça veut dire que le nombre de diagonales, c'est forcément le nombre de spirales dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est de là d'où vient Fibonacci, dans cette structure-là. Donc en fait, il y a cette structure-là, ces structures d'empilement, naturellement quand on rajoute, alors c'est vrai même quand il y a des défauts, là vous voyez un cactus, il y a un certain nombre de spirales dans un sens et dans l'autre, vous rajoutez un défaut, vous avez une spirale en plus dans ce sens-là, mais ça veut dire qu'en fait, là il y avait une spirale dans un sens qui a fait un défaut, qui a rajouté une spirale en plus, pas dans l'autre sens, et donc le nombre de diagonales, il a plus 1 dans ce sens-là. Donc c'est là que vient en fait le fait que ici on suit un 2, le nouveau nombre ça va être 3. Qui est la somme des deux précédents. Donc là, vous avez 2, 3, le nouveau nombre, ça va être 5. Par contre, vous voyez qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de choisir les consécutifs. Vous pouvez passer de 1 à 2, au lieu de prendre 2, 3, vous pouvez prendre 1, 3. 1, 3, ça ne va pas. Ce n'est pas deux nombres consécutifs. Et si vous faites ça, vous pouvez construire tout l'arbre, et en fait, vous pouvez construire tous les paires de nombres premiers entre eux. Entiers premiers entre eux. Donc, ce n'est pas terrible, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi. Et en fait, c'est même l'astuce. C'est-à-dire que si vous savez, je ne sais pas si vous avez appris comment savoir que deux nombres sont premiers entre eux. On fait la différence, on prend les deux plus petits nombres, on fait la différence, on prend les deux plus petits nombres, on fait la différence. Et quand on arrive à 1, on sait qu'ils sont premiers entre eux. C'est la descente diabolique de, je ne sais plus quel grec, Euclide peut-être, on va dire.
C'est une méthode très rapide pour savoir si c'est premier entre eux. Et en fait, ce que ça revient à faire, ça revient exactement à descendre les branches du diagramme. Et si on arrive à 1, ils sont premiers entre eux. Donc inversement, quand on a ça, on peut construire toutes les paires de nombres premiers entre eux. Alors du coup, ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que c'est forcément deux nombres consécutifs de Fibonacci. Donc le mystère s'épaissit. Alors pour ça, il faut revenir à un botaniste, et en fait, qui n'est pas vraiment un botaniste. Lui, c'est spécial, Hofmeister, parce qu'en fait, c'était un autodidacte. Alors moi, je dis toujours en sciences, il faut se méfier de deux choses. Les étudiants et les autodidactes. Parce que les étudiants, ils font n'importe quoi, et donc ils peuvent trouver des choses par hasard. Et les autodidactes, c'est pareil, parce qu'ils peuvent trouver des choses qu'on leur avait pourtant, s'ils avaient été à l'école, on leur aurait bien dit que ça n'existait pas. D'accord ? Et donc lui, c'est pareil, c'était un autodidacte qui était le fils d'un marchand de partitions, qui avait une très très mauvaise vue. Mais il adorait la botanique. Et donc il se levait à 4 h du matin, il est dans la forêt, il regardait tout avec ses petits yeux, et il a fait des bouquins, il a vu des choses que personne ne regardait parce que c'était trop petit. Il a fait des livres entiers sur la flore que personne ne connaissait. Et donc à la fin, tard, il a finalement été nommé, boum, professeur de botanique. Et donc cette personne-là, c'est le premier à avoir décrit ce qui se passe en haut d'un bourgeon. Donc là, vous la regardez, les gens disent, oh, il y a des feuilles, et puis voilà, ça s'arrête là. Il a regardé ce qui se passait en haut d'un bourgeon. Et ce que vous avez en haut d'un bourgeon, c'est une structure comme ça, où il y a une partie qui est une partie embryonnaire, toute petite. C'est pour ça qu'on peut faire des boutures. Si vous prenez une bout de tige, en fait, c'est une nouvelle plante qui va pousser. C'est mieux que nous, hein. Nous, on n'a plus d'embryon. Bon, on a un peu les gamètes, mais on n'a plus beaucoup. Et donc c'est là. Et autour de cette bosse-là, il y a des bosses qui apparaissent, qui vont donner les feuilles. Et à la base des feuilles, il va y avoir les tiges, et ainsi de suite. Et il se dit, ben ça, c'est les bosses qui a essayé d'empiler Van Linterson. Et il se dit, bêtement, parce qu'on ne lui a pas expliqué comment ça devait être, il s'est dit, mais comment je fais une structure comme ça, moi? Si j'étais à la place de la plante, comment est-ce que je me débrouillais pour faire ça? Eh bien, il se rend compte que là, il y a une place où il n'y a jamais rien, et là, il y a des petits trous qui apparaissent. Et quand la plante grandit, il bosse là où il y a de la place, tout simplement. Donc, il donne une loi qui est complètement différente, qui est une loi physique, on va dire, parce que je mets un élément là où il y a de la place, et qui est surtout une loi dynamique. Et donc, bien avant les mathématiciens formalisent ça, ce qu'il a inventé, c'est un système dynamique. C'est un système, je donne une règle très simple, c'est j'ai ce système-là, j'ai des trous, je remplis le trou, je grandis, je remplis le trou, je grandis, j'itère, un par un, et je regarde ce que ça me donne. Voilà. Ben ça, il a fallu attendre récemment, et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que si on regarde une branche, là, donc ça, c'était une bifurcation du diagramme, donc à peu près par ici. Voilà. Là, vous arrivez ici, ça ne va pas parce que les disques vont se superposer. Il y a deux branches possibles qui apparaissent. Si je le dessine avec des disques, ça donne ça. Vous avez une disposition 2, 3, qui, pof, se met à toucher sur la diagonale qui est 5, mais ça ne peut pas continuer parce qu'à ce moment-là, ces deux disques vont superposer. Ça ne va pas, parce qu'il faut qu'ils se soient à touche-touche. Donc j'ai deux branches qui apparaissent qui sont 5, 3 et 2, 5. Et là, quand on regarde qu'est-ce qui se passe ici, donc là, tout va bien, ça n'y a pas de problème. Et quand on se passe tous ici, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les spirales vont dans le même sens. Alors, si vous essayez de construire un mur comme ça veut dire que vous mettez une brique, mais les deux pieds sont du même côté. Alors, vous essayez de faire ça vous-même. Hein. Là, ça va, je me mets là pour regarder bien. Je tiens là parce que je suis entre mes deux pieds. Si je me mets d'un autre côté, je ne tiens pas. Et donc, en fait, là, c'est exactement pareil. C'est cette structure-là qui est une structure géométrique. Dynamiquement. Dynamiquement, ça ne va pas. Parce qu'en fait, ce point-là, il y a un point à côté, quand je suis tombé, qui est plus bas et qui n'est pas la même structure. Et donc, en réalité, ces bouts de branches-là, ils sont interdits. Et ce qu'on se retrouve quand on regarde vraiment le système dynamique, c'est une structure géométrique qui peut faire tous les nombres qu'on veut, sauf qu'en fait, on a coupé toutes les branches en disant non, ce bout-là est interdit, ce bout-là est interdit, ce bout-là est interdit. Et ce qu'on retrouve, c'est des branches séparées qui ont toute la règle de Fibonacci. C'est-à-dire que là, on a effectivement 1, 1, 1, 2, et on tourne toujours du bon côté, et on va se retrouver au tournesol là-haut. Donc si vous voulez vraiment expliquer comment vous avez un artichaut, un tournesol, j'ai oublié de le découper là, on va essayer de voir. Ça va être par là. Ah, c'est dur. Ah non, pas. Bon là, vous voyez peut-être un peu, hein. C'est-à-dire que ce que vous parlez, quand vous arrivez sur l'artichaut, ou la fleur que vous voyez tout à l'heure, vous ne partez pas de rien du tout.
Vous n'avez pas du tout, c'est comme ce que les gens imaginent avec les gènes, par exemple. Hein. Vous n'avez pas des gènes, puis tout, pof, j'apparais comme ça. Non, non, il y a tout un développement, on va faire une cellule ou les deux cellules, etc., etc. Il y a tout un développement compliqué. Et bien c'est pareil, vous n'arrivez pas au bord de l'artichaut directement, vous partez d'une tige avec quelques feuilles, les feuilles vous faites des bractées, les bractées il y en a plein en plus là, et en fait vous avez un transitoire continu pour arriver finalement, voilà, j'arrive, voilà, voilà j'ai coupé, on voit le centre là, pour arriver au bord du centre à mon système de spirale élevé. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a des nombres de Fibonacci élevés, par exemple dans les tournesols? C'est parce qu'on est parti de 1,1 ou 1,2 en bas, et qu'on a augmenté continuellement, on a suivi continuellement cette branche, sans aller trop vite, pour arriver à des nombres élevés. Et ça, c'est le message essentiel des systèmes dynamiques ou de la morphogénèse, c'est-à-dire qu'on n'apparaît pas spontanément comme ça. En fait, ce que nous, on est, moi je suis un peu le développement de quand j'étais plus petit, et ainsi de suite. Et le faire la manière dont j'étais plus petit, ça conditionne comment je peux pousser. Alors pour nous, on va dire, c'est à peu près toujours pareil, ça va. Mais si on regarde une plante, ou si on regarde une ville, ou si on regarde d'autres systèmes, c'est une contrainte énorme. Donc là, je déborde. Hein. Par exemple, je peux vous juste une petite anecdote pour raconter. Il ne faut jamais trop réfléchir. Donc il faut se méfier des étudiants et des autodidactes. Mais quand vous faites de la recherche, c'est pareil, il ne faut jamais trop réfléchir. Donc, par exemple, moi, quand j'ai fait un modèle de simulation d'itération. Donc, je fais mon modèle, comme Van Itterson, je mets un élément les uns après les autres, je grandis, je mets un élément, etc. Donc, je prépare mon programme, j'écris les lignes de code, ça me prend du temps. Puis, en même temps que j'écris les lignes de code, je réfléchis. Et je me dis, ah, mais en fait, j'ai qu'un paramètre qui est ce diamètre des particules. J'ai qu'un paramètre qui est mon diamètre de particules, et ce que j'ai, c'est un arbre, enfin, j'ai un espace de solution, avec deux nombres, qui sont mes deux nombres de spirale. Et bien je réfléchis, je me dis ça ne va jamais marcher. Parce que pour sélectionner une paire de nombres précises, il me faut deux contraintes. Il faudrait que j'ai deux contraintes qui me disent il faut exactement là. Là par exemple, si j'ai que cette contrainte-là, je peux être à un niveau ici, ou là, mais là j'ai plein de possibilités. Et donc il me faut une deuxième raison, une deuxième contrainte qui me dit tu es sur cette branche-là et pas sur une autre. Et donc je me dis mon programme ne marche pas, ça ne va jamais marcher, j'arrête. Et donc j'arrête. Alors heureusement, ça ne s'est pas fini comme ça. Heureusement, j'ai mon collègue qui m'a dit il est comment ton programme, il marche? Je dis oh non, il ne marchera jamais. Et alors, il me dit mais essaye quand même. Donc j'essaye, et boum, ça marche. La première fois que j'essaye, il me trouve 13,21 qui est là. Ping. Et alors là, je me suis parvenu, je me suis dit mais comment est-ce que ça se fait que ça marche? Et donc, c'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut essayer, et des fois, ça marche. Après, il faut réfléchir quand même. Pourquoi est-ce que ça marche? Et ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et ce qui m'a pris du temps, et il y avait un autre paramètre, j'avais raison, j'avais besoin d'un autre paramètre. Mais un autre paramètre, c'est l'histoire de la croissance. C'est qu'il faut partir d'ici et croître continuellement. Si on part d'une croissance très rapide, ou si on va trop vite, on peut effectivement aller dans le décor. Alors ça, c'est la conclusion. Là, je voulais parler des feuilles, mais c'est trop tard. J'ai débordé. Sauf si vous me posez une question. La seule conséquence pratique, à part de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de maths, il y a toujours des maths en fait à regarder là-dedans. La seule conséquence pratique de ces travaux là pour le moment, c'est comment choisir les ananas. Ou les fleurs. Là. Je vous ai montré les fleurs, là, vous avez des belles fleurs roses. Eh bien, d'abord, si vous avez des spirales bien régulières, c'est bon signe. Si c'est irrégulier, ça veut dire que ça fait un peu n'importe quoi. Et après, si vous les comptez, si c'est Fibonacci, ça va. Si c'est pas Fibonacci, méfiance, ça veut dire qu'il a poussé trop vite. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, effectivement, ou trop d'hormones ou trop d'engrais. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si on va trop vite, on peut aller n'importe où. On peut faire des défauts et faire n'importe quoi. Donc, est-ce que j'en ai un? Donc ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est l'artichaut. Non, j'en ai pas, là. C'est trop monstrueux, je ne vais pas vous le montrer. Mais effectivement, si vous allez... par exemple, ça dépend du prix que vous payez pour les plantes aussi. Hein? Et donc, là pour ces fleurs-là, j'ai payé, je ne sais pas combien de fois plus cher que pour les autres fleurs, on va dire.
Donc si vous êtes chez un fleuriste qui n'est pas cher, le moins cher possible, vous avez beaucoup de chances que ça ne coûte pas cher parce que ça a été poussé très vite et que ça a été poussé avec des hormones et que ça va être irrégulier, que ça va être des défauts. Et si vous avez chez un fleuriste qui est très cher, d'abord la plante, et les plantes ne vont pas tenir longtemps hein, parce qu'elles ont été shootées, elles vont mourir. C'est un fleuriste qui est très cher, les plantes vont tenir longtemps et elles seront belles. Voilà l'application pratique. Donc en conclusion, je passe, voilà. Ce qui est surprenant, c'est que quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses. On a l'impression souvent, quand on regarde la science, que ça devient de plus en plus... la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est que la même chose que les autres, mais encore un peu plus compliqué, encore un peu plus précis. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore comme ça, des gens, des domaines qui sont des cartes blanches. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais pensé trésors. Alors des fois, il y a des gens bizarres comme des botanistes qui ont regardé, mais si tu veux, mais des fois, il y a des trésors dedans, et donc il y a encore plein de trésors qui ne demandent que vous à les trouver. Merci. Maintenant, il y a, si vous voulez poser des questions, mais moi j'avais envie de poser une question, donc finalement tu donnes de la valeur à l'argent. Avec ça, on peut échanger des plantes, donc c'est bien. Donc voilà, donc si quelqu'un... Est-ce qu'il y a un rapport avec le nombre d'or? Oui. Oui, alors, je ne vais pas raconter, mais en fait, là, on regarde, il y a un angle là, qui est l'angle entre une feuille et la suivante. Et si on regarde la limite que donnent les nombres de Fibonacci, ils convergent vers un angle qui est lié au nombre d'or, qui est 2π facteur de 1 moins tout. Bon, je sais plus que c'est plus petit. Tout ça, ça va. Alors, si on regarde ça, ça converge effectivement vers typiquement 1 sur tau, où tau est le nombre d'or. Et là, donc qui est aussi égal à 1 moins tau. Et donc là, l'angle, c'est aussi 2π facteur de 1 moins tau. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Bravais, ils ont pris ça comme explication. Les Bravais, ils ont dit, en fait, toutes les plantes, elles poussent avec un angle qui est l'angle d'or. Et après, tout ce qu'on voit, c'est des versions plus ou moins comprimées ou plus ou moins étirées. Et donc ça explique qu'on voit les nombres de Fibonacci. C'est en fait c'est ce diagramme-là qu'on voit. C'est qu'on est à cet angle-là, et en fonction de l'étirement, on voit des nombres différents. Mais ce qu'on se rend compte dans les plantes, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir d'autres plantes qui sont différentes, et même si on regarde une plante très précisément, ça vaut rarement ces angles-là, mais l'angle, il varie. C'est-à-dire l'angle, en fonction de l'état où on est, justement, il se promène le long de ces branches-là. Donc il y a un lien avec le nombre d'or, mais qui est un lien, une sorte de limite abstraite, mais qui n'est pas une raison, en fait, de la construction de ces structures-là. Alors c'est la même chose que ce qu'ils disaient les Allemands. Les Allemands, ils avaient construit leur système d'addition raté, là, et ils disaient, ah ouais, c'est super parce que ça converge vers des limites aussi. Et ça suffisait. Pour eux, c'était l'explication. Le fait que ça soit suffisamment beau et suffisamment mathématique, c'était l'explication pourquoi est-ce que ça devait exister. En fait, non, ça ne suffit pas. C'est qu'il faut vraiment regarder comme dans l'ingénieur morphogénèse, il faut vraiment regarder comment la plante pousse, élément par élément, comprendre la logique, et seulement à partir de ça, on peut vraiment comprendre l'explication. Alors, ça, c'est une autre question. Alors ça, c'est un peu... Moi, mon père qui est architecte, le nombre d'or était pas... Alors, le nombre d'or était utilisé par les Grecs, mais pas comme on pensait. C'est-à-dire que le nombre d'or, ce qui intéressait les Grecs, c'était justement des structures qui s'auto-répétaient, qui étaient auto-répétitives. Et bizarrement, pareil, il ne l'avait pas vu dans les plantes. Enfin, bizarrement, il l'avait vu dans les coquillages. Quand on regarde les coquillages, il y a des structures comme ça qui sont très belles, qui sont des vraies spirales exponentielles. Construire ça. Et donc pour faire construire ça, ce qu'ils avaient imaginé, c'était je prends un carré, non, je prends un rectangle, je prends un rectangle et je lui rajoute un carré sur le grand côté. Voilà. Ça me fait un rectangle qui doit avoir le même rapport d'aspect mais tourné que le premier.
ça vous fait un rapport d'aspect du nombre d'or. Et si je continue, comme ça, ça permet en fait de construire une belle spirale. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Ça fait une belle spirale qui est effectivement une spirale exponentielle avec un facteur qui est un facteur de nombre d'or. Donc ça, ils connaissaient, mais pour eux, ce n'était pas plus important que ça. Ils en avaient d'autres. Alors mon père, qu'est-ce qu'il dit? Qui est architecte, il dit, bon, en fait, un carré, on arrive à le reconnaître. C'est pas très joli comme porte, hein. Si vous voulez faire une porte carrée, pas terrible. Si vous faites un double carré, pardon, ben, c'est pas très joli non plus parce que c'est quand même un peu trop, quoi, on va dire. Et si vous faites un truc qui est entre les deux, voilà, et ben bizarrement on va trouver ça joli. Mais c'est pas très précis en fait. Hein. Alors le nombre d'or, l'histoire de la beauté du nombre d'or, en fait c'est un mythe. Enfin, un mythe. C'est une histoire qui a été créée à la fin du 19e siècle par un Russe. Un Russe, je ne me rappelle plus son nom, qui a écrit un livre pour dire le nombre d'or c'est la beauté, parce qu'en fait c'est comme pour les plantes. Hein. C'est-à-dire pour les plantes, ce que j'ai dit, c'est le fait que ce soit un nombre assez magique, ça ne suffit pas à expliquer comment est-ce que ça apparaît. Il faut vraiment regarder comment la plante pousse. Mais pourtant, on est toujours attaché à cette explication-là. C'est qu'en fait, on a envie d'avoir une explication simple, un peu belle, derrière toutes les choses. Donc ce Russe, c'est ce qu'il a imaginé. Il a dit, en fait, toute la beauté, c'est le nombre d'or. Et il a relu toutes les pièces, toutes les structures anciennes en disant, regardez, il y a le nombre d'or partout. Alors, quand vous cherchez le nombre d'or, c'est très facile de le trouver, en fait. Hein. Parce que, par exemple, vous prenez un tableau, et puis vous comptez le 4 d'un côté, vous ne comptez pas le 4 de l'autre, ça vous fait le nombre d'or. C'est pareil, il y a des dessins de temples. Ils montrent que sur un temple, il y a le nombre d'or, mais c'est pareil. Ils ne comptent pas les marches, ou ils comptent les marches. Donc c'est vraiment... c'est très, très, très facile. Alors après, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est un peu la même explication. C'est que ce qu'on veut, c'est pas quelque chose au centre, parce qu'on a rien repéré, pas quelque chose à un tiers, ou à un demi, parce que j'ai quelque chose à peu près par là. Et c'est effectivement quelque chose qu'on voit des rapports, mais c'est pas exactement ça, c'est un peu le nombre d'or. Donc pour moi, c'est pas les... Comme je dis, en fait, après, là, on va pas parler de beauté, mais ça va nous éloigner plus loin. Dans ce que vous avez dit, on a l'impression que s'il n'y a pas de produits chimiques sur les plantes, elles seront sans défaut. Ouais. Et donc je me demandais s'il y a quand même d'autres raisons que les produits chimiques qui provoquent des défauts. Est-ce qu'il y a des règles aux défauts? Souvent, c'est vraiment, en fait, c'est pas le produit chimique, on va dire, c'est rythme de croissance. Si elles croissent typiquement dans leur état normal et qu'elles poussent normalement, on ne trouve pas de défaut. Donc, par exemple, j'ai un pin, là j'en suis à, je ne sais pas, 300 ou 400 pommes de pin de compter. Elles sont toutes 13-8, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un autre pin, il y a une Suissesse qui en a compté 6000 aussi. Elle a trouvé 1% de pommes de pin normales. J'ai trouvé un autre pin au bord de la route. J'ai compté, il y en a 18% d'anormal. Donc ça, c'est énorme. On passe de 0 à 1%, 18%. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pin au bord de la route? C'est que comme les gens de la route, entre la route et la falaise, ils ont peur qu'il tombe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de racines. Et donc régulièrement, ils le coupent en deux, en hauteur. Et donc lui, le pin, en fait, avec tout il amasse du sucre à l'intérieur, pour l'hiver, et au printemps, il y a la montée de sève. Il y a tout le sucre qui monte, et il va faire les nouvelles pousses. Et donc il se retrouve avec une poussée de sucre énorme, il n'y a presque pas de bourgeons, et donc dans ces bourgeons-là, ça explose, et ça fait pour rien n'importe quoi. Alors c'est pour ça, si vous avez des cas anormaux, vous avez dans le jardin parisien ou dans les jardins en général, parce que les plantes sont taillées énormément, et donc au printemps, elles redémarrent comme des folles. Alors là, il y a d'autres types de défauts. Il y a des défauts, ça peut faire des fasciations, donc ça devient carrément monstrueux. Je propose de changer de sujet. Le nombre d'or, c'est passionnant, mais on y reviendra peut-être. Mais ok, je vous lance une autre question différente. C'est sur on reste dans les maths et les plantes, hein, bien sûr. C'est l'architecture des arbres, hein, depuis les dernières décennies, disons, elle fait l'objet de modélisation mathématique, simulation numérique, simulation informatique numérique. Hein. Sur la base de quelques critères, en particulier le nombre, l'orientation des axes, la position de la sexualité, des choses comme ça. Il en résulte qu'on trouve à peu près une vingtaine de modèles qui sont plus ou moins convaincants.
Et ben, ma question, c'est quelle remarque vous inspire ce domaine de recherche, d'architecture des arbres, puisque, enfin, que vous semblez sûrement connaître un petit peu, puis ça met en question les notions de simulation et mathématiques, et puis de modélisation. Voilà, donc quel commentaire ça vous inspire, ces questions qui partent de l'architecture des arbres, hein. En fait, là, ce qui est Merci. intéressant, c'est comme dans le chou, le brocoli. Ce qu'on voit, c'est on a toutes les structures qui poussent. Et donc, en fait, à la limite, tout croît. Maintenant, ce qui se passe dans un arbre, c'est que potentiellement, en fait, là, les feuilles sont très fines, donc elles ne se recoupent pas trop. Les feuilles vont se recouvrir, et donc, en fait, il y en a pas mal qui vont c'est pas intéressant de pousser partout. Et du coup, dans un arbre, c'est la même structure, sauf qu'on a choisi seulement une pousse de temps en temps. Alors après, pour quelle pousse on choisit, là, il y a plein de critères qui sont différents. C'est que si vous regardez un sapin, les nouvelles pousses vont bien partir à la base d'une aiguille, mais seulement, il va y avoir soit ça va être spiralé, soit ça va être en couronne. Donc ça va dépendre des interactions maintenant entre les branches les unes entre les autres. Donc il y a plein de règles qui font différents types d'architecture comme ça. Alors là, c'est effectivement, bon, je n'ai pas regardé, mais c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble, donc il y a un grand botaniste qui a travaillé là-dessus, là, Allais, il semble qu'il y a un type de structure possible qui est assez limité. C'est ça, voilà. Donc là, effectivement, il faudrait comprendre pourquoi. Alors, mais ça, c'est ce que les botanistes ou les biologistes appellent du trade-off, ou alors comment ça, en français, on va dire, des balances ou des contre-coups. Voilà. C'est le problème des contre-coups. Ça vous coûte plein d'énergie. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous allez choisir précieusement quelle branche vous faites pousser. Si maintenant vous faites des fleurs, ça va aussi vous coûter de l'énergie. Alors, il ne faut pas les mettre n'importe où. Et à ce moment-là, vous choisissez précisément où vous faites, en fonction du reste. Donc, il y a plein de comme ça, de contre-coups qui sont équilibrés et qui donnent en fait certains styles précis et pas d'autres. Et c'est en fait la sélection des exemples précis par rapport aux autres, enfin, le fait qu'il y en ait un nombre limité, c'est pour ça. C'est parce que les plantes, elles ont un capital limité à investir, on va dire. Donc, elles ont chacun leur style. Mais elles ont comme ça des niches un peu, des niches écologiques, on va dire justement limitées. Encore une dernière petite question peut-être ou... sinon... Oui. Merci. Rapide. Je suis une anthropologue, aussi une journaliste scientifique. Déjà, vous avez parlé d'une manière passionnante. Ce côté séduisant, il était déjà dans les petits résumés. Mais vous, combien d'années vous avez travaillé sur cette Sur question? ce sujet? Oui. J'ose pas le dire. Ça doit faire 25 ans que je travaille dessus. Mais en fait, mais pas en permanence. C'est par exemple, j'ai trouvé ce sujet par hasard, justement en regardant un show Romanesco, en voyant qu'il est fractal. Après, j'ai montré les spirales à mon collègue et il m'a dit, j'ai montré le show Romanesco, il dit, regarde, c'est un fractal. Il m'a dit, oh, il y a des belles spirales. Alors moi, entre collègues, on est toujours très gentils, on me dit, ouais, aucun intérêt, on sait bien que c'est exponentiel parce qu'il y a un taux de croissance constant, etc. Et après, en regardant dans un livre de botanique, je suis tombé sur ces dessins géométriques de spirales. Donc je me dis, qu'est-ce que ça fait un dessin mathématique dans un livre de botanique? Moi, je regardais ça juste pour avoir les belles images, quoi. Et donc j'ai lu le chapitre et j'ai vu qu'il y avait ces nombres de Fibonacci. Et donc je me suis dit, c'est incroyable. J'y crois pas. C'est un vieux livre de botanique, il raconte n'importe quoi. Et donc je suis allé dans la forêt, j'ai ramassé des pommes de pin, ça marche. Et là je me suis dit, si ça marche tout le temps, c'est que ça doit être robuste. Par exemple, justement, une sélection génétique, ça fait longtemps qu'on a des mutants dans tous les sens. La nature a arrêté de muter, on devrait avoir n'importe quoi. Donc c'est plus robuste que ça. Et si c'est robuste, c'est que c'est simple. Et si c'est simple, je peux le faire. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors j'ai travaillé, on va dire, 3-4 ans là-dessus. Et après, je me suis arrêté. Je me suis dit, oh, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et puis après, il y a des gens dans une conférence, comme ça, je donne des pommes de pin. Et je dis, au Comtelet, c'est Fibonacci. Bon. Puis il y a quelqu'un qui revient avec il me dit, ah, mais monsieur, en fait, moi, c'est 7-11. J'ai dit, ah bon, sûr, je compte, oui, c'est 7-11. Et donc, c'était une des branches latérales. Comme ça. Je réfléchis. Et puis après, il y a une autre conférence, il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites du cas du maïs? Je dis, moi, le maïs, je connais pas. Et il me dit, ah, mais il y a toujours un nombre pair, comment vous expliquez? Alors, du coup, j'ai travaillé sur les maïs, puis j'ai vu que c'est un type de structure différent.
Donc je ne sais pas pareil. Depuis, par exemple, comme ça, mais en amateur, hein, quand je vais en vacances ou je fais ça, oh, une plante bizarre, je regarde et dit voilà, et puis je collectionne des plantes. Maintenant, j'ai un ami qui est dans la salle là, qui fait un programme numérique et qui me dit oh, regarde, je ne trouve pas que Fibonacci, je trouve d'autres plantes bizarres. Moi, je dis ah, mais c'est les mêmes que moi. Et donc voilà, donc comme ça, on continue à travailler depuis 25 ans. Et voilà. Mais alors, c'est mieux de s'arrêter un peu, hein, c'est que je travaille sur d'autres choses pendant ce temps-là. C'est mieux de s'arrêter parce que sinon, on fait toujours la même chose. Hein. Sinon, je ferai toujours. Donc on arrête, on oublie un peu, on recommence et on revient avec un point de vue différent. Donc c'est ça qu'il faut. Magnifique, aussi le côté anthropologique de la présentation. Merci. Merci à vous. Toutes petites choses dans un... il y aura une autre conférence grand public, ça sera par Isabelle Gallagher sur probabilité et irréversibilité. Voilà. Okay.